si on voit la dernière décennie, il y a eu une explosion de l'Internet, de l'utilisation d'Internet, l'utilisation des technologies et aussi spécialement d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, cette utilisation, elle vient avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients, surtout pour les jeunes qui, eux, n'ont pas les moyens nécessaires pour se protéger, n'ont pas la formation parfois et souvent n'ont pas la formation adéquate pour se protéger face aux dangers de l'Internet d'une façon générale. En faisant une petite recherche au cours de ma préparation de ce séminaire, j'ai vu des chiffres frappants. Des chiffres surtout sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'enfants sur Internet. Aujourd'hui, l'UNICEF, il affirme qu'un enfant se connecte toutes les demi-secondes sur Internet au niveau du monde et que les internautes, un tiers des internautes, ce sont des enfants. Donc aujourd'hui, le nombre d'enfants sur Internet, il est très grand et que derrière, est-ce qu'on a mis les mesures nécessaires pour les protéger, pour les sensibiliser sur les dangers d'Internet? Aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un écosystème, que les gouvernements et les entreprises publiques et aussi privées, ils ont mis les mesures nécessaires pour sécuriser leurs plateformes, pour sécuriser, pour bien assurer la confidentialité des données et de leurs données, mais est-ce qu'on a mis autant de mesures nécessaires à la fois réglementaires et aussi de sensibilisation, mais aussi techniques pour la pour la sécurisation et la protection de nos enfants? Il ne faut pas oublier aussi, dans le cadre de la pandémie aujourd'hui, que on voit nos enfants qui sont de plus en plus en train de se connecter sur Internet. Il y a eu le confinement. Il y aura probablement encore des phases aussi de confinement. On espère que non, mais il y a ce risque-là et que derrière, même les parents, lorsqu'ils sont en train de travailler à distance et que les enfants ils vont pas aller à l'école, ils vont essayer de se connecter via Internet, via les réseaux sociaux et que aussi derrière, il y a le risque qui augmente pour tout ce qui est les harcèlements sexuels. On a noté des cas d'harcèlement sexuel sur Internet, le contenu inapproprié, aussi les sujets liés à la protection des données personnelles. Est-ce que nos enfants aujourd'hui, ils ont la connaissance qu'il y a la notion des données personnelles, il ne faut pas la mettre sur Internet. Donc, tous ces sujets-là, on va essayer de les aborder. Donc, aujourd'hui, il y aura trois sujets principaux. Il y aura le premier sujet autour des risques. On va essayer de débattre autour des risques de l'Internet sur nos enfants. Après, on va voir un peu les mesures en place et aussi leur efficacité. Est-ce qu'il y a des mesures en place réglementaires, juridiques, des mesures aussi de sensibilisation, mais aussi des mesures techniques. Et après, on va voir les recommandations avec, avec les amis. On va voir avec vous les différentes recommandations. Et après, on va voir avec les participants et on va essayer de répondre aux différents sujets. On va entrer directement au vif du sujet. Peut-être, je vais commencer avec vous, peut-être Sana. Euh, Aujourd'hui, il y a un ensemble de risques. Donc, vous êtes en contact avec les enfants. Vous travaillez au quotidien avec les enfants. Vous avez fait des actions et vous avez vu le danger que les enfants euh, auxquels ils font face et aussi surtout l'impact de tous ces risques-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale sur l'ensemble des risques sur les enfants aujourd'hui et surtout, bien sûr, au niveau de la Tunisie? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et pour parler de ce sujet très très important et d'actualité. Donc, avec Graines d'entrepreneurs, nous travaillons avec les enfants pour leur apprendre à devenir entrepreneurs. Et nous sommes en contact avec les parents d'une façon très continue. Et la vérité, avant de parler de risques, j'aimerais bien dire que les enfants, même si les chiffres que vous avez cités, ils font peur, mais c'est tout à fait logique. Nous sommes une génération
qui n'est pas née avec Internet. Nous sommes une génération qui ont découvert Internet par la suite. C'est-à-dire, on a grandi, après, il y a eu Internet. Cette génération-là, elle est née avec Internet et les écrans qui est autour d'elle, un peu partout, et ce sera un peu impossible d'éviter cela, un peu impossible d'éviter cette exposition des enfants aux écrans et à Internet. Donc, en fait, les enfants, ils utilisent, certains ont des problèmes de concentration à l'école, certains parents disent, c'est pas possible, mon enfant, j'arrive pas à contrôler son addiction, il est trop connecté, je comprends pas, etc. Mais il faut dire que j'ai noté qu'après le confinement, le besoin et les questionnements des parents a augmenté. Parce que certains parents, ils ont décidé que leurs enfants qui ont, par exemple, moins de 7 ans, n'auront pas accès à un ordinateur. Mais avec les cours en ligne, ils sont obligés de les mettre devant un ordinateur pour suivre les cours. Et après, pendant le confinement, et même avec le couvre-feu maintenant et avec la situation pandémique, les parents, ils n'ont pas d'alternative. Ils ne peuvent pas emmener leurs enfants jouer dehors, souvent faire leurs activités comme d'habitude. Donc, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils peuvent quand les enfants ils sont enfermés à la maison, de leur donner des écrans, des tablettes, etc. pour jouer aux jeux vidéo et faire leurs cours et communiquer aussi avec leurs collègues et amis. Donc, quand j'ai fait les programmes de vacances l'année dernière, la première demande des parents, c'était « je veux une activité sans écran, je ne veux pas d'écran, je veux éloigner mon fils le plus loin possible des écrans et d'Internet ». Donc, c'est compréhensible, mais je pense que ce sera inutile parce que ce que nous faisons, nous, chez Graines d'entrepreneurs, c'est de montrer l'utilisation positive de l'ordinateur, l'utilisation positive du digital, comment l'utiliser pour étudier, comment l'utiliser pour créer, comment l'utiliser pour faire des choses positives. Ça, c'est notre mission et la technologie est très intégrée dans notre programme. Alors, pour les risques sont nombreux. Donc, sur les réseaux sociaux, on donne une image, par exemple, sur les Instagram, par exemple. On donne une image erronée de la vie. On donne une image erronée de la beauté. On donne une image, on donne toujours aux gens qu'il y a une vie qui est meilleure que la nôtre, alors que ce n'est pas vrai. Donc ça peut attaquer l'estime de soi chez les enfants, surtout quand ils sont en phase d'adolescence, leur corps il est en train de changer, qu'il y a des boutons, que ce n'est pas encore parfait, leur passage de l'enfance vers l'adolescence, et eux, ils voient des gens avec des filtres, avec des corps parfaits, avec des corps musclés, donc ça va attaquer un peu leur estime de soi. Il y a aussi, sur certains réseaux, il y a des messages d'appel à la haine, des messages d'appel au racisme, des messages de violence. Il y a aussi le risque d'être exposé aux faux profils de gens qui peuvent être des pédophiles, des gens qui peuvent nous harceler les enfants, je parle. Donc, les risques sont énormes et ça va répercuter sur le bien-être de l'enfant, sur sa psychologie, sur ses notes scolaires, sur sa manière de communiquer avec les autres. Il va se renfermer sur lui-même. Donc, je dirais que les risques sont énormes et voilà. Donc, on peut citer plein de pathologies qui peuvent apparaître. Certaines, on dit que l'enfant, par exemple, quand il est bébé, il ne faut pas qu'il soit du tout exposé aux écrans jusqu'à l'âge de 2 ans. Au-delà des 2 ans, il faut pas lui donner accès aux écrans plus de 2 heures par jour. Malheureusement, certains parents ils laissent leurs enfants avec les tablettes pour voir des cantines ou des vidéos, etc., des petits dessins animés plus que 2 heures par jour, et ça peut entraîner des problèmes d'apprentissage, des problèmes de compréhension, des problèmes de communication, et aussi ça peut même aller jusqu'à l'autisme. Donc les dangers sont là et il faut être conscient de ça avant de parler des solutions. Voilà. Le micro.
Je te remercie, Madame Sana, c'était très, très intéressant. On a bien noté qu'il y a plusieurs risques, en fait, selon vous. C'est très important, surtout les problèmes de concentration. J'ai noté aussi le fait qu'il y a aussi la sensibilité des parents. Donc, il faut renforcer la sensibilité des parents. Sur les risques aussi, il y a les risques, les appels à la haine, vous avez dit. La psychologie, les risques aussi sur tout ce qui est psychologie de l'enfant et le fait qu'ils soient ils vont être renfermés sur eux-mêmes aussi. Vous l'avez bien expliqué. Je voudrais peut-être revenir à vous euh, et vous donner la parole, peut-être Haïtam, par rapport à ce point-là. Vous, vu que vous avez travaillé avec l'ANSI, avec l'Agence nationale de sécurité et de l'information, vous êtes un expert sur le domaine cybersécurité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Tunisie, il y a eu le recensement de euh, l'ensemble des risques spécialement pour les enfants au niveau du gouvernement ou bien au niveau de l'agence de la sécurité de l'information? Peut-être on va revenir aussi sur ce point après avec Naufal. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'État il fait assez pour identifier déjà les risques existants sur les enfants? Vous êtes en mute, Haïtam. Voilà, vous m'entendez là? Oui. D'accord. En fait, on peut dire que voilà, il y a une conscience. Donc, tout le monde aujourd'hui est conscient de ces risques-là. D'autant plus que voilà, en Tunisie, donc ce sujet a été traité depuis presque une quinzaine d'années. Donc, je me souviens, dans les années 2004-2005, il y a eu les premières actions pour essayer de sensibiliser les parents et les enfants sur ces risques-là et que peut survenir donc, suite à des problèmes auxquels vont faire face les enfants et les adultes et les adolescents au niveau de l'Internet. Donc, il y a eu conscience, donc ça, personne ne peut le nier. Mais bon, la question, c'est que est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites pour essayer de contrer ça? euh, Oui, il y a des choses qui ont été faites déjà, mais peut-être que c'est pas assez, vu les risques et les menaces qui sont là aujourd'hui et qui sont en évolution continue. Et il y a beaucoup de mesures peut-être qui auraient dû être faites pour essayer de contrer ça et d'essayer de doter les enfants et les parents par les outils nécessaires pour se protéger. Voilà, je peux rappeler que, par exemple, moi, bon, je travaillais à l'ANSSI auparavant et en 2008, donc on a en fait envoyé en quelque sorte un message d'alerte pour les gens pour dire ah, il faut faire attention, on est en train de voir quelque chose qui change. Il y a des enfants, bon, en 2008, c'était beaucoup plus les blogs que les réseaux sociaux, mais on a vu qu'il y a des enfants à l'école primaire, à l'école secondaire, des adolescents qui commencent donc à s'activer d'une manière négative sur Internet. Il y a beaucoup de partage de messages, d'insultes. Il y a aussi des actions d'offense qui ont été faites contre des enseignants. Donc, il y a eu cette mouvance qui a commencé à dévoiler un aspect très négatif de l'usage de l'Internet. Donc là, on a sonné l'alerte et on a dit, voilà, il faut faire attention, il faut trouver des moyens. Voilà. Euh, Peut-être l'ANSSI, elle a beaucoup plus joué sur l'aspect sensibilisation et elle a essayé donc de communiquer avec le grand public sur ces dangers-là et attirer l'attention des parents sur la nécessité de surveiller leurs enfants lorsqu'ils utilisent les moyens technologiques. Mais cela ne suffit pas puisque voilà, il faut d'autres moyens peut-être légaux, d'autres moyens de peut-être répression parce qu'il y a beaucoup de crimes qui sont commis contre des enfants. Donc là, il faut peut-être des outils juridiques plus forts pour essayer donc de faire une sorte de poursuite pour ceux qui sont en train d'utiliser l'Internet d'une manière assez négative. Voilà, donc moi j'estime qu'il y a un travail qui a été fait au début à travers l'ANSSI, mais après il y a aussi la société civile qui s'est impliquée pour essayer donc d'organiser des sessions de sensibilisation pour parler aux parents, parler aux enfants, même aussi le ministère de l'Éducation, il a fait
des travaux à travers le centre de l'éducation, le CNTE. Donc, il y a un effort qui a été fait, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir, il dépasse de loin les mesures qui sont en train d'être faites. Et là, le sujet d'aujourd'hui, il est très important parce que c'est un sujet qui est réellement très critique, très sensible, auquel il faut peut-être une approche plus globale, plus inclusive, pour essayer de trouver des solutions sur comment protéger nos enfants en ligne. Moi, personnellement, je suis parent donc, de 2 enfants et j'ai ce souci-là. Je suis en train de chercher comment faire éviter mes enfants ces dangers qui existent sur Internet. Excellent, excellent, Haitham. C'était très clair. Juste, je voudrais revenir avec toi peut-être rapidement avant de donner la parole à Madame Ravia. Juste au niveau des risques. Aujourd'hui, vous avez un peu parlé des mesures. On va revenir sur ça. Au niveau des risques, est-ce qu'il y a, mis à part les risques qui ont été évoqués par Madame Sana, est-ce que vous voyez d'autres types de risques aujourd'hui et qu'ils sont, au niveau de la Tunisie spécialement, on voit ce type d'incident. Est-ce que vous avez… En fait, je reviens au point de recensement. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de recensement pour comprendre l'ampleur de ce fléau-là, qui sont donc des menaces qui concernent les enfants sur Internet. Peut-être le ministère de la Justice peut nous donner une idée sur les cas qui sont passés à travers les cours en Tunisie, qui touchaient les enfants. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, là où il y a eu des victimes de cybermalveillance sur Internet, ne portent pas plainte. Et là, bien sûr, ça rend le recensement un peu difficile et délicat, mais c'est très important d'avoir ces données-là. Moi, voilà, ce qu'on est en train de voir comme menace, que ce soit en tant que spécialiste en cybersécurité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à nous pour les aider dans certaines situations de piratage, d'harcèlement sur Internet et tout ça, mais aussi en tant que société civile, parce qu'on est, voilà, on est avec les gens, on parle avec les gens, et on est en contact pour essayer de comprendre les problématiques que pose Internet aujourd'hui sur essentiellement les enfants et les adolescents. Ce qu'on est en train de voir, en fait, la première menace, c'est tout ce qui est harcèlement sur Internet. Et là, harcèlement, ce n'est pas forcément l'harcèlement sexuel, mais aussi tout type d'harcèlement, de moqueries qui ont des impacts psychologiques très négatifs sur les enfants. Et là, il y a un terme qui a été inventé, ce qu'on appelle la cyber-intimidation. Et là, pour des enfants, c'est très sensible, c'est très critique. Et l'impact psychologique qu'il peut avoir, parfois, il est un peu catastrophique sur les enfants. Donc là, il faut faire très attention, surtout lorsque les enfants adhèrent à des réseaux sociaux. Bon, je cite TikTok, par exemple, qui est aujourd'hui très utilisé par les enfants. Le fait de publier certains contenus d'une manière spontanée, là, ça peut provoquer des réactions très négatives par les amis, par les collègues, et là, l'impact va être psychologique très fort sur les enfants. Autre chose aussi qu'on est en train de voir, c'est l'atteinte à la vie privée des enfants. Le fait de partager les vidéos et les photos, et là, sans avoir conscience sur les risques, sur l'impact qu'il peut avoir, là, ça pose réellement un très grand problème, que ce soit sur les enfants ou bien sur les parents. Parce que dans la majorité des cas, c'est des enfants qui partagent des données privées à l'insu de leurs parents. Et là, bien sûr, c'est un très gros problème qui expose la vie privée de toute la famille parfois. Sans oublier aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le phénomène de cyberprédateur. Et là, on parle essentiellement de tout ce qui est pédophilie, par exemple. Heureusement, en Tunisie, bien dans la région, on parle de la région de l'Afrique du Nord, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, il y a des gens qui essaient donc de profiter de cette ouverture et de cette exposition des vies privées pour essayer donc de faire atteinte à des enfants, bien à des adolescents, en exploitant donc ce qu'ils ont publié sur leur vie privée. La dernière chose peut-être que je peux citer, c'est les cyberattaques. Voilà, les enfants aujourd'hui, ils utilisent Internet et ils font face aussi à des attaques de hackers, de pirates informatiques, que ce soit pour leur voler les comptes d'accès, pour leur voler des données,
parfois leur voler de l'argent. Bon, s'il y a des établissements qui utilisent des cartes de paiement, par exemple, de leurs parents, mais aussi des cyberattaques d'infections virales et tout ça, parce qu'il faut savoir que cette tranche d'âge, c'est des gens qui ne sont pas très bien sensibilisés sur les risques. Et, allô, vous m'entendez? Oui, comment vous entend? Allô? Oui, oui, vous m'entendez. Oui, Voilà, comment vous donc, entend? voilà, c'est juste pour terminer, c'est que les enfants et les adolescents, généralement, ne sont pas très bien sensibilisés, ils ne font pas beaucoup d'attention, et le risque qu'ils tombent dans des pièges de scam, d'arnaque, de phishing, c'est un risque assez élevé. Déjà, bon, moi j'ai l'expérience avec les enfants, c'est que lorsqu'on leur donne le smartphone, bah, il y a des enfants de 5-6 ans qui sont capables d'installer des applications. On ne sait pas réellement ce que sont ces applications-là, mais ça peut apporter des risques très importants de compromission, que ce soit des smartphones, des tablettes ou bien des PC, qui vont par la suite exposer les données, exposer donc des choses plus sensibles à partir de ces terminaux-là. Je te remercie, Haitham. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très, très intéressant ce que tu dis, et surtout par rapport aux risques liés, tout ce qui est moquerie aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a les risques graves, tout ce qui est harcèlement sexuel et pédophilie, mais il y a aussi les impacts derrière des petits risques, par exemple la cybermoquerie. Et aussi, je pense aussi qu'aujourd'hui, lorsque les enfants ils voient les stars de la télé, les stars au niveau de l'Internet, ils vont essayer de se comparer par rapport à eux. Ils pensent que c'est ça la posture normale, et derrière, il y a un impact psychologique sur nos enfants, parce qu'ils voient que c'est ça le modèle qu'il faut suivre, alors que ce n'est pas forcément ça le modèle. Et puis, ils voient aussi les aspects visuels, les aspects ils voient uniquement la façade, ils ne vont pas essayer de voir un peu le fond des choses. Et qu'aujourd'hui aussi, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais aussi sur Facebook, je pense qu'il y a beaucoup de risques là-dessus. Ce qui me mène à la question peut-être à Madame Rawia, je vais switcher en anglais parce que par rapport à la question, we discussed that the social media has big influence in our kids. Do you think that the social media participated to develop those risks? And what are the risks that you see in Facebook? And do you have some numbers to share with us, maybe globally or specific for Tunisia or for the region? Salut, merci. Je réponds en français. S'il y a des mots en anglais, je dis l'anglais. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous tous. Alors, la montée de la pandémie de COVID-19 a vraiment favorisé l'utilisation de l'Internet. Et comme Madame Sana a présenté, discuté à propos de la responsabilité des parents à propos de la time spent, c'est le terme qu'on utilise beaucoup à Facebook, et il y a le screen time. Alors les jeunes et les enfants, avec la pandémie, sont vraiment touchés avec l'Internet et les réseaux sociaux et tout l'Internet et toutes les expositions qu'ils sont mis devant. Alors, notre responsabilité à Facebook est vraiment, on espère, de réduire les cas d'exploitation, d'intimidation, comme Monsieur Haitham a dit à propos de ce sujet, et le harcèlement des enfants, le partage de non-consensual images, which is a term alors qu'on utilise à Facebook, je peux le discuter après, et la pornographie, sextortion, et la compromission des comptes des utilisateurs à haut risque, par exemple les activistes et les défendeurs des droits d'hommes. Et je parle là, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment actifs dans cet espace, les droits, comme on a vu par exemple avec la pandémie,
Nous avons tous dit, les enfants et les parents, il n'y a pas une bonne relation quand on a un problème à propos des écrans ou de l'Internet. Et c'est pour cela qu'on a lancé la semaine dernière une large campagne de sensibilisation dans toute la région de MENA avec des outils adaptés aux parents, aux enfants, mais également aux médias au vu du rôle majeur qu'ils jouent dans ce registre, principalement les écoles et tous les media sources qu'on voit aujourd'hui online. Alors, notre partenaire était The Jordan Open Source Association et on a publié un guide de sécurité numérique et une boîte à outils de sécurité numérique qui peuvent être utilisés par les parents et les jeunes et les écoliers pour mieux contrôler les expériences non désirées, offensantes ou blessantes sur Facebook. Facebook vraiment espère de réduire ces cas d'exploitation, d'intimidation et de harcèlement des enfants parce que c'est notre responsabilité. Mais en même temps, on voulait toute l'industrie de venir avec nous et on ne peut jamais make this dream come true without the industry. Alors, je voulais ajouter un vraiment très important risque, c'est bullying and harassment. C'est un vraiment grand risque pour les enfants et bien sûr, child exploitation, c'est un cas très with high risk, si je voulais dire le bon terme. Et c'est ça vraiment les risques que je voulais ajouter à Madame Sana et Monsieur Haytham. Je vous remercie, Madame Ravia. C'était très, très clair. Thank you very much. Donc, bon, on a noté qu'il y a l'exploitation des enfants. Vous voyez de plus en plus ces sujets-là et que derrière, vous avez développé la boîte à outils. On va peut-être revenir sur ça après avec les mesures pour nous donner plus de détails, peut-être des liens. Après, on peut les partager pour que les internautes puissent bénéficier, surtout pour leurs enfants et leurs proches. Donc, je pense que on a un peu discuté de la panoplie des risques aujourd'hui qui existent pour les enfants, les risques qui ne sont pas, voilà, il n'y a pas une liste bien définie, il y a beaucoup de risques pour nos enfants. On va essayer d'attaquer maintenant la deuxième partie de notre débat qui est liée, qui est sur les mesures et surtout l'efficacité de ces mesures-là. Les mesures aujourd'hui qui existent à la fois sur le net et on a avec nous notre partenaire qui est Facebook et que sûrement il a mis beaucoup de mesures, mais aussi les mesures que l'État il a fait. Donc aujourd'hui, peut-être je peux m'adresser à vous, Madame Sana, par rapport aux mesures. Selon vous, c'est quoi les rôles des acteurs aujourd'hui? On a plusieurs acteurs. On a le gouvernement, on a les régulateurs, avec les lois aussi, tout ce qui est loi de la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a aussi les lois civiles parce qu'ils s'appliquent aussi normalement sur tout ce qui est les harcèlements sur Internet. On a la société civile aussi, ça c'est très important. Est-ce qu'ils ont un rôle aujourd'hui là-dessus ou pas? Il y a bien évidemment le rôle des parents, les tuteurs, et il y a le rôle des enseignants aussi. Selon vous, c'est quoi le rôle des acteurs aujourd'hui pour pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir protéger nos enfants? Donc, le rôle de chaque acteur, donc, la vérité, je pense que c'est important que tout le monde travaille ensemble et chacun il a un rôle primordial et une tâche à faire pour protéger les enfants. Alors, ce que nous faisons, nous, par exemple, pour moi, j'ai fait un diagnostic d'un état de comportement et j'ai appelé des personnes expertes en psychologie de l'enfant, en digital et tout. On a fait un webinaire et toutes les informations que je suis en train de citer aujourd'hui, je les ai apprises grâce à ces experts-là et je suis sûre que les parents aussi qui ont suivi ce webinaire et qui vont suivre celui-là, ils vont être conscients. Donc, je dirais, alors, ce que fait l'État,
ou ce qu'il ne fait pas, je n'ai aucune idée par rapport au gouvernement tunisien. Moi, j'ai vu des documentaires à l'étranger où il y a une police spécifique qui traque les trafiquants d'êtres humains, qui traque les pédophiles, qui est en train de les suivre et tout. Je ne sais pas si ça existe, c'est assez opaque ici, mais disons qu'on a beaucoup de travail à faire sur la prévention. Donc, comment faire ça? Donc, le rôle des parents. Les parents, nous, on reproche aux enfants, on leur dit, vous ne savez pas utiliser Internet, mais les parents eux-mêmes ne savent pas utiliser Internet, ne savent pas se protéger. Quand ils utilisent les réseaux sociaux, les parents, en majorité, ils ne savent pas quelles sont les règles de confidentialité et comment les paramétrer et comment faire les choses bien. Donc, il faut être un peu conscient de ça. Et il y a un travail à faire avec les enfants, mais surtout avec les parents. Donc, il faut que les parents mettent leurs enfants en confiance. Déjà, ils leur disent, ils soient humbles, ils leur disent, nous aussi, on ne sait pas très, très bien utiliser, mais essayons de faire ça ensemble. Essayons de nous protéger ensemble. Essayons de comprendre ce réseau. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi, c'est parce que je n'ai pas confiance des dangers qui viennent de l'extérieur. Et là, c'est très important qu'ils travaillent ensemble. D'un autre côté, il faut donner à l'enfant plein d'activités. Il faut permettre à l'enfant de faire une activité sportive, de faire une activité artistique, que les écrans ne soient pas son seul moyen de divertissement. Donc, si j'empêche l'enfant d'utiliser son écran sans donner d'alternative, sans jouer avec lui, sans faire un jeu en famille, un jeu de société, et après je dis pourquoi il se cache, pourquoi il boude, pourquoi, donc ce n'est pas logique. Il y a ça. Il faut surtout pas interdire l'utilisation d'Internet d'une façon brusque. Ça va empêcher l'enfant d'avoir confiance quand il ne comprend pas, il ne va pas l'appliquer, il va aller faire des choses en cachette. Il va aller chez son ami, chez son copain, il va créer un compte, il va se connecter en cachette. Alors, il faut jamais interdire, il faut négocier, il faut discuter et il faut surtout ne parler pas que des risques. Il faut aussi orienter l'enfant vers les bienfaits d'Internet. Ce qu'on peut faire de créatif avec ça, avec des logiciels de création, avec des applications qui peuvent nous aider à apprendre une langue, par exemple, à faire des recherches sur un domaine bien défini. Donc, tout ça, je pense que c'est des conseils que les parents peuvent appliquer. Il faut qu'ils se renseignent, ils voient les guides. Alors, le guide dont Rawia a parlé, on aimerait bien si on peut avoir le lien pour le partager de notre côté avec les parents. Et il faut travailler sur la sensibilisation. Je trouve que l'école aussi, c'est un lieu important, que l'éducation, pourquoi pas intégrer une matière à l'école qui apprend aux enfants comment se protéger d'Internet, comment l'utiliser bien, comment riposter. Mais le côté où l'État doit être impliqué, parce que parfois on se protège, mais le mal est fait. Parfois, on a un problème, quelqu'un qui nous a piraté ou harcelé, qui a volé des photos et qui les a diffusées et tout. Donc, il faut que je connaisse où m'adresser, à qui m'adresser pour régler mon problème. Ça, c'est un point que je connais pas la réponse. Je connais pas la réponse par rapport à la Tunisie. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le soutien psychologique. Je pense que les parents qui peuvent détecter chez leurs enfants un problème d'addiction, c'est-à-dire que l'enfant il a changé de comportement, il n'est pas, ses résultats scolaires ont été impactés, il est en train de s'isoler, il ne communique pas comme avant. Donc, il y a des signes qu'on détecte en tant que parent, et là, il faut aller voir un spécialiste, un pédopsychiatre, et qui pourrait nous encadrer, nous aider à accompagner l'enfant pour s'en sortir de ce problème-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, concernant la société civile comme graine d'entrepreneur ou autre, notre travail, c'est la sensibilisation, c'est de mettre la lumière sur ce sujet, de ramener des experts
pour en parler, mais pour l'État, il y a un rôle d'éducation et un rôle de protection, le fait de traquer les criminels. Il faut les punir, il faut qu'on voit qu'il y a des gens qui sont en train d'être punis suite à ce problème de piratage ou de harcèlement ou de trafic ou de pédophilie. Il faut vraiment qu'on voit ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, je te remercie, Madame Sana. C'était très, très clair. C'était très, très clair et vous avez donné un peu la vision globale entre les gouvernements, la société civile, les parents, tout ça. Je note de votre intervention la nécessité d'avoir une vision globale, holistique, parce que une action uniquement avec les sociétés civiles ou bien avec les gouvernements, avec la régulation ou bien uniquement avec la sensibilisation au niveau des parents ne va pas être suffisante. Il faut que tous les acteurs se réunissent pour avoir une vision globale. Et je note aussi l'importance que vous donnez beaucoup à la sensibilisation, sans pour autant dire aux enfants qu'il ne faut pas se connecter. Non, il faut les encourager, mais il faut les suivre. Il faut les accompagner. Après, il faut voir un peu aussi avec les experts s'il y a un âge limite que voilà, les enfants, peut-être, je pense que les enfants sur un certain âge, il ne faut pas qu'ils utilisent les écrans parce qu'il y a aussi un impact aussi sur le développement et aussi la psychologie. J'ai bien noté aussi le rôle des parents et aussi l'importance aussi de la sensibilisation. Peut-être avec vous, Haytham, nous pouvons développer aussi tout ce qui est gouvernement et tout ce qui est aussi le secteur public et aussi le secteur privé. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie claire pour faire face aux risques de cybercriminalité pour les enfants? Est-ce qu'il y a une plateforme ou bien des plateformes au niveau de la détection ou bien la signalisation des harcèlements, la signalisation des abus? Après, est-ce qu'il y a aussi la coordination? Et je pense peut-être aussi avec Madame Rar, tout à l'heure, on va développer ce point-là. Mais déjà, selon vous, est-ce qu'aussi la réglementation, elle est claire, elle existe ou pas? Et est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui pour dire qu'on a mis les mesures nécessaires pour au moins protéger les enfants? Ou bien vous pouvez dire que ces choses-là n'existent pas, qu'il y a aujourd'hui un vide au niveau plateforme technique, réglementaire, pour aider les parents et sensibiliser les parents et aussi les enfants pour tout ce qui est protection de leurs enfants sur Internet. Vous êtes en mute, Haytham. Comme d'habitude. Voilà, en fait, je pense que l'effort qui a été fait par l'État s'est focalisé essentiellement sur la sensibilisation. Donc, il y a eu beaucoup de travail de sensibilisation qui a été fait par plusieurs acteurs, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation, ministère de la Femme et des Enfants à un certain moment, et aussi l'ANSSI, ministère de l'Enseignement supérieur aussi. Il y a du travail de sensibilisation, mais moi, je sais très bien que la sensibilisation, elle seule, n'est pas suffisante. Et déjà, on a toujours une très grande difficulté pour mesurer l'impact des actions de sensibilisation sur le public qui a été ciblé. Si on prend par exemple les campagnes, les centaines ou les milliers de campagnes de sensibilisation contre le tabagisme qui ont été faites durant des décennies, et on mesure le résultat qui a été fait, réellement c'est très difficile de voir qu'il y a eu réellement un impact fort à travers ces campagnes-là. Donc aujourd'hui, si on veut se limiter à la sensibilisation, voilà, on va dire que ce n'est pas assez suffisant. Et là, il faut avoir d'autres moyens techniques, juridiques aussi, et peut-être d'ordre structurel. Peut-être qu'il on aura besoin de quelque chose de plus spécialisé pour lutter contre ces fléaux-là et protéger les enfants. Il faut noter aussi qu'en Tunisie, bon, il n'y a pas eu uniquement de la sensibilisation, mais il y a eu en 2014 un décret qui a été promulgué qui concerne les fournisseurs de services Internet
qui les oblige à mettre en place des moyens de protection sur la navigation Internet. Et ils ont demandé aux FSI de mettre dans les contrats une option d'activer ou non tout ce qui est contrôle parental géré côté FSI. Et là, bien sûr, ça, c'est un travail qui a été fait dans l'optique de doter les parents par un outil de contrôle efficace. Mais sachant ici, lorsqu'on parle du contrôle, c'est beaucoup plus contrôle contre les sites indécents ou bien contre les sites à contenu choquant ou bien violent. Voilà. Mais si on parle des réseaux sociaux, bon, certainement, on n'a pas les moyens peut-être de contrôler efficacement ce contenu-là côté fournisseur de services Internet. Mais là, notre solution serait de doter les parents par des outils de contrôle parental qui pouvaient installer sur les terminaux utilisés par les enfants. Chose qui a été proposée certainement durant les sessions de sensibilisation. Je rappelle aussi, par exemple, au niveau de l'ANSSI, donc ils ont un site web dédié pour la protection des enfants en ligne. Donc c'est le site enfants.ansi.tl qui a été mis en ligne il y a plus que 10 ans et sur lequel il y a tout ce qui est conseil, vidéo de sensibilisation. Il y a eu aussi les outils de contrôle parental gratuits qui sont disponibles et que les parents peuvent utiliser pour contrôler les enfants lorsqu'ils utilisent Internet. Il y a autre chose aussi intéressante qui a été faite par l'ANSSI. Bon, je répète l'ANSSI parce que peut-être ils étaient les principaux acteurs sur ce jeu-là. Il y a une application qui a été développée qui s'appelle Tufulati. Donc, c'est une application qui a été développée avec le CNTE, donc le Centre national des technologies d'éducation, le ministère de l'Éducation, pour voilà, essayer de sensibiliser les enfants et les parents et leur donner les bonnes pratiques. Donc, il y a un travail qui a été fait. Maintenant, sur le côté légal, bon, honnêtement, je ne sais pas s'il faut un cadre légal spécifique pour ce genre de problème, car je sais que la réglementation actuelle, le code pénal et les textes qui existent couvrent d'une manière, je ne dirais pas exhaustive, mais couvrent la majorité des crimes qui peuvent être commis sur Internet, mais peut-être qu'il faut songer à avoir des textes spécifiques s'il y a des spécificités qui nécessitent d'avoir un outil juridique plus efficace. Bon, ce qui est sûr que cette problématique-là ne peut être traitée que par l'implication d'un bon nombre d'acteurs. Donc, on a cité l'État à travers peut-être l'ANSSI, ministère de l'Éducation. On a cité aussi peut-être les textes réglementaires, le rôle que peut jouer le ministère de la Justice, mais aussi le Parlement peut-être pour promulguer des textes mieux adaptés à la spécificité de cette problématique-là. Mais il ne faut pas oublier aussi la société civile qui a fait un travail et elle est en train de faire beaucoup de travail pour sensibiliser. Exemple, nous, au niveau de Internet Society, on a un projet qui va être annoncé prochainement parce qu'on travaille sur cette problématique-là, surtout en termes de déclaration, bien de demande d'assistance en cas de cybermalveillance ou bien en cas d'agression sur Internet. Il y a un projet sur lequel on est en train de travailler. Peut-être dans une autre occasion, on va vous donner beaucoup plus de détails. Mais aussi, il y a le rôle des médias qui, aujourd'hui, il est très important parce que les médias en Tunisie, c'est l'outil le plus fort pour la sensibilisation et pour attirer l'attention des parents sur cette problématique-là. Donc, les médias, peut-être aujourd'hui, ne sont pas très bien impliqués dans cette approche-là. Peut-être que le sujet n'a pas eu assez d'importance pour eux pour lui consacrer des émissions ou bien des discussions ou bien des débats. Peut-être, voilà, une des choses qui est très importante, c'est surtout les médias visuels, donc les chaînes TV et les programmes TV qui sont les plus regardés en Tunisie, peut-être en incluant une émission ou bien une session pour parler de ce problème-là, pour exposer certains cas d'enfants ou bien d'adolescents qui sont tombés dans des victimes dans des agressions ou bien d'harcèlement ou bien de cas d'impact psychologique négatif sur les enfants. Si ça peut être discuté, et là, moi, je suis sûr que ça va avoir un impact très, très, très fort. En termes d'outils technologiques, on peut voir ce qui se passe dans le monde. Réellement, je n'ai pas vu beaucoup de choses qui sont faites par les États.
à part les opérateurs et les fournisseurs de technologies, peut-être comme Facebook ou bien autres acteurs privés qui fournissent ces services-là, peut-être eux, ils sont en train de faire, mais en termes de moyens technologiques qui peuvent être mis par les États, réellement, je n'ai pas vu grand-chose. Et là, peut-être c'est un axe de travail, de recherche, de développement qui peut être exploré pour essayer donc d'arriver avec des moyens de contrôle, d'assistance, même d'assistance technique et peut-être psychologique en ligne qui peut être offerte aux victimes donc de malveillance sur Internet. Voilà. Voilà, je te remercie, Haitham. C'était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est très important de réaliser la sensibilisation et qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire assez. Donc, ce que je comprends de votre intervention, qu'on n'est pas en train de faire assez, qu'il y a des actions de part et d'autre, qu'il n'y a pas une action globale claire, il n'y a pas une stratégie claire, globale, avec un appui de l'État, avec des budgets mobilisés pour sauver un peu cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui, avec le confinement, qui va aller vers la connexion vers Internet, vers les applications, vers les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, on a mis les mesures nécessaires, surtout en sachant que les parents ne sont pas formés. Moi, je ne dirais pas de la sensibilisation, je dirais plus de la formation. Il faut les former, les parents. Il faut former aussi les enfants parce que les parents ne savent pas utiliser, ne savent pas qu'il ne faut pas mettre leurs données personnelles, ne savent pas que derrière, s'ils donnent le téléphone à l'enfant, il peut installer n'importe quoi. Et il peut mettre n'importe quoi sur le téléphone. Il peut même prendre une photo et mettre sa photo sur une application ou bien sur les réseaux sociaux. J'ai noté, bon, il y a des actions, certes. Il y a le ministère des Femmes et des Enfants avec la CNTE qui ont fait un peu des campagnes d'éducation des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on a instauré une matière spécifique pour éduquer les enfants sur Internet et sur les technologies? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas vulgarisé partout l'utilisation des technologies, mais je pense que ça, c'est très important d'éduquer les enfants sur pas uniquement la façon avec laquelle ils peuvent utiliser, installer des applications, faire du développement et ouvrir un PC, mais aussi les risques derrière et comment ils utilisent bien la technologie. J'ai noté qu'il y a une action avec les FSA, il y a une obligation de la part de l'État envers les FSA et aussi probablement aussi les opérateurs télécoms pour mettre les mesures nécessaires. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que les opérateurs et les FSA, ils ont une vision sur le contenu? Est-ce qu'ils peuvent mettre les mesures nécessaires ou pas? Est-ce qu'ils peuvent aussi savoir celui qui est en train de se connecter, est-ce que c'est un enfant ou bien c'est un adulte ou pas? Ça, je ne suis pas certain. Et aussi les lois aujourd'hui. Bon, il y a les lois classiques, mais je pose encore la question, on n'a pas encore la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi de cybercriminalité, elle a été votée ou pas? Est-ce que derrière, il y a des lois spécifiques et bien appliquées pour que derrière, au-delà des actions que fait aujourd'hui l'État ou bien les forces de l'ordre pour tout ce qui est action violente, très violente envers les enfants, de la sexualité, tout ça par Internet. Est-ce que même il y a des règles de base pour que derrière les applications que l'utilisateur utilise, par exemple Facebook, TikTok, est-ce qu'ils ont des applications? Est-ce qu'on est en train de contrôler ce que les enfants ils sont en train de mettre et si les enfants ils sont en train de mettre leurs données personnelles dedans? Et ceci me mène peut-être à poser la question à Madame Rawia par rapport aux mesures que vous êtes en train de faire sur Facebook. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, Mrs. Rawia, we discussed about the actions, and if we have here in Tunisia and maybe in the region
good strategy, and maybe you have a vision in the other regions, if they have a strategy to put actions to mitigate those risks, and also if there is actions that put it from your side, from Facebook side, and which are the action, and if there is interaction with also Tunisian government to limit or to mitigate those risks. Merci, Dia. Je crois que pour la première question à propos des mesures, c'est vraiment l'éducation. L'éducation, c'est les trois mesures que à Facebook, on espère de stratégiquement impliquer. Alors, step back, à Facebook, les internautes viennent à Facebook pour partager leurs expériences et se rapprocher de la famille et des amis. Mais rien de tout cela n'est possible si les utilisateurs ne se sentent pas en sécurité. Alors, la responsabilité de Facebook et Instagram et WhatsApp et toutes les applications qu'on a, vraiment, nous efforçons constamment de développer une communauté plus sûre et plus solidaire. C'est pour cela la communauté, ce n'est pas seulement les parents, c'est le gouvernement, c'est la société civile, c'est les écoliers. Alors, les mesures qu'on a prises et on prend et on voulait vraiment prendre dans le futur, c'est l'éducation. Et comme je dis à propos de la première question, on a lancé cette campagne avec JOSA, mais ce n'est pas seulement JOSA, c'est un autre partenaire qui peut vraiment changer la sensibilisation et tous les safety risks en Tunisie et en Afrique du Nord. Alors, je voulais vraiment personnellement et comme Facebook as a company be part of any change or plan that Tunisia is planning. I would love to connect with Madame Sana, with Mr. Haytham, pour discuter les solutions et comment on peut aider comme Facebook. Mais je voulais dire que on a ainsi collaboré avec des experts pour développer Get Digital. C'est un autre lien. Et, Madame Sana, je t'envoie tous les liens après la session. C'est vraiment très important de share it avec les parents et les écoliers. C'est un nouveau programme qui propose des leçons, des conseils et des ressources fondés sur la recherche qui aideront les parents et les écoliers et les jeunes à développer les compétences pour devenir des bons utilisateurs des plateformes numériques et avec responsabilité. Le programme devrait être déployé dans la région MENA dans les prochains mois. Alors, je peux parler avec vous et on peut discuter un partenaire. Et je voulais encore discuter quelques chiffres en anglais parce que c'était un rapport qui a été publié a few days ago. In Q4 of 2020, we took action on 6.3 million pieces of bullying and harassment content on Facebook, compared to 3.5 million in Q3, and 5 million pieces of bullying and harassment on Instagram, compared to 2.6 million in Q3. Alors, vraiment, le nombre et les chiffres sont scary, mais c'est pour cela que la première et la dernière mesure qu'on voulait vraiment dire, c'est l'éducation. Et c'est vraiment l'opportunité pour unite dans l'industrie et faire make the dream come true. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Rawia. C'était très clair.
Et puis, on a noté qu'il y a déjà des actions d'une façon globale qui sont faites par Facebook pour arrêter un peu les harcèlements et pour essayer de limiter. Après, on comprend aussi il y a la limite, la petite limite entre la liberté et aussi limiter les harcèlements, sachant que parfois, ce qui est grave, c'est que parfois les enfants ils se connectent avec les comptes de leurs parents sur plusieurs applications. Je pense qu'on a fait le tour sur les mesures. En plus, le temps nous presse. Je vais passer sur les recommandations rapidement, peut-être avec vous, Madame Sana. Vous avez entendu, vous avez parlé aussi des mesures en place. Est-ce qu'il y a des recommandations aujourd'hui à mettre en place pour qu'on puisse sécuriser nos enfants? Est-ce que déjà, vu les mesures en place, est-ce que c'est suffisant? Et ce sont quoi les mesures, selon vous, à mettre en place pour protéger notre enfance? Donc, pour les mesures, je pense que, comme a dit Madame, l'éducation, c'est très important, la sensibilisation. Discuter de ça encore une fois, plusieurs fois, c'est-à-dire ramener des experts, aborder l'axe psychologique, faire parler les gens du domaine qui sont en contact avec les enfants, parce que c'est eux qui sont en train de régler les problèmes d'addiction, régler les problèmes d'isolement, de dépression d'enfants, etc. Donc, il faut les écouter, nous conseiller. Donc, alors, je dirais, donc, un, éducation, deux, ramener les experts de chaque domaine comme aujourd'hui, mais je pense qu'il faut faire plein d'actions dans ce sens. Écouter les pédopsychiatres, les parents, et il faut les former, il faut leur donner accès à des formations, à des vidéos qui leur expliquent comment installer un programme de contrôle parental, par exemple. Et moi, je l'ai fait, c'était une expérience d'un parent, il a montré tout l'enchaînement qu'il a suivi pour choisir son outil de contrôle parental et comment l'utiliser, comment il a négocié avec son enfant, comment ils se sont mis d'accord sur le nombre d'heures par semaine qu'on passe sur Internet. Donc, voilà, donc les écoles aussi, peut-être un peu avec Graines d'entrepreneurs et mon équipe et tous ceux qui veulent être impliqués dans ça, on peut aller dans les écoles et faire des journées de sensibilisation et expliquer. Il faut aussi faire parler les enfants, des témoignages bien communiqués. Alors, pour savoir que le risque existe, il faut qu'il y ait des témoignages, des gens qui disent, voilà, j'ai été victime d'harcèlement et voilà comment je me suis sortie de ce problème. Ça, c'est important. On voit ça nulle part sur nos réseaux. Donc, voilà, communication, éducation, sensibilisation. Et voilà, donc, après, il faut dire que le gouvernement, il aura un rôle primordial côté sécurité, surtout pour les criminels. Alors, les criminels, il faut bien les repérer et bien les... parce qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui harcèlent, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients, OK, mais aussi, il y a des réseaux de pédophiles. Oui. Je pense qu'on vous a perdu un peu, Madame Sana. Plus dangereuse. On a perdu Madame Sana, je pense. Hein. En fait, on vous entend. Hein. Allez-y. Vous pouvez continuer. Alors, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, je parle, apparemment la connexion a coupé. Alors, je suis arrivée à quel point? Ça a coupé un petit peu. Alors, je disais quoi avant que ça coupe? Il faut renforcer la sensibilisation et qu'il y a la pédophilie derrière. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de bloquer les sites pédophiles? Non, je pense que ça c'est clair. Je pense que le temps de trouver la connexion de Sana, que je vais essayer de voir un peu la vision de l'expert technique, peut-être Haitham. Aujourd'hui, Sana, elle a parlé les logiciels de contrôle parental. Donc, on a des logiciels de contrôle parental. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui sont free ou bien il faut payer?
Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités tunisiennes recommandent un certain nombre de logiciels et ce sont quoi, d'une façon globale, les recommandations que pouvez, euh, vous pouvez les conseiller pour on améliore d'une façon globale la protection et d'une façon sûre la protection de nos enfants, surtout qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une stratégie globale et aussi bien l'appliquer parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il n'y a pas des actions structurées au niveau de l'État. Et est-ce qu'aujourd'hui, des sites, parce qu'avant 2010, il y avait le blocage, il y avait Amar 404 qui bloquait des choses. Bon, bien évidemment, il bloquait aussi aussi les activistes anti-régime, mais aussi il bloquait les sites un peu sexuels, les sites aussi là où il y a les harcèlements. Est-ce qu'aujourd'hui, en ouvrant Internet, en ouvrant le dark web, est-ce que c'est ça la bonne solution ou bien il faut avoir une bonne stratégie pour que derrière, on puisse mettre les bonnes mesures? Haitham, à toi la parole. On t'a perdu. Hein? Oui, bon, j'ai le backup. Donc, c'est bien. Les bons voilà. réflexes de l'expert sécurité. Ok. Voilà, en fait, en termes d'outils de contrôle parental, donc, bon, il y a beaucoup d'outils qui existent, qui sont gratuitement. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les voir sur le site de l'ANSSI, donc enfant.ansi.tn. Mais sinon, pour ceux qui ont des solutions antivirales commerciales, donc, une grande partie des solutions commerciales aujourd'hui, ils ont un module de contrôle parental qu'ils ajoutent. Mais il y a une chose qui est encore plus simple, c'est qu'au niveau de Android, il y a donc cette fonctionnalité qui existe par défaut. Donc, au niveau de Android, la fonctionnalité de contrôle parental, elle existe par défaut. Il suffit juste de l'activer et de la paramétrer. Donc là, le contrôle parental, c'est un outil qui peut s'installer sur les smartphones ou bien les tablettes, par exemple, même sur les PC, comme il peut être acquis ou bien activé chez le fournisseur de services Internet qui, je crois qu'en Tunisie, tous, ils offrent cette possibilité d'activer un certain filtrage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un filtrage réellement poussé, mais c'est un filtrage sur quelques sites à contenu indécent et violent. Mais sinon, en termes de ce qu'il faut faire, moi je pense que bon, il faut éduquer les enfants. Donc ça c'est très important. Donc il faut les éduquer. Moi j'ai vu que dans certaines écoles, peut-être privées, ils ont inclus des modules de sécurité au niveau des cours de l'informatique. Et là, c'est quelque chose qui est très bien. Je me souviens aussi que cette proposition a été faite pour le ministère de l'Éducation pour inclure des cours de sensibilisation sur l'usage des nouvelles technologies, chose qui est très importante pour éduquer. Mais ce qui est plus important de l'éducation des enfants, c'est la sensibilisation des parents. Parce que les parents aujourd'hui doivent comprendre qu'il y a des risques derrière l'usage de l'Internet, des réseaux sociaux. Donc, si les parents ils sont conscients, là, automatiquement et d'une manière spontanée, ils vont essayer de protéger leurs enfants. Si les parents voient qu'il y a des enfants qui sont tombés dans des pièges, qui ont eu donc, des malaises, bien eu des situations d'état psychologique un peu difficiles, automatiquement, ils vont réfléchir pour trouver des solutions pour protéger leurs enfants. Donc moi, je pense que la sensibilisation des parents, elle est indispensable. Maintenant, la question qui se pose, comment on peut atteindre ces parents-là? Comment on peut parler à ces parents-là? Donc, il y a plusieurs intervenants. L'État, bon, il a son rôle. La société civile, elle doit aussi être plus impliquée. Les médias aussi doivent être impliqués. Et c'est un travail qui peut être très bien organisé sous forme donc, peut-être d'une vision, d'une stratégie qui peut être développée de manière inclusive avec les différentes parties prenantes dans l'objectif d'éveiller la conscience des parents sur les risques et comment se protéger. Autre chose aussi importante pour les parents, c'est qu'aujourd'hui, les parents doivent admettre que la technologie, elle fait partie de notre vie. J'ai vu beaucoup de parents qui essaient
voilà, d'éloigner leurs enfants de la technologie. OK, vous pouvez le faire chez vous, mais à l'école, ça va être un peu plus difficile. En voyant leurs collègues utilisant TikTok et Facebook, automatiquement, ils vont demander ça. En voyant que leurs amis, ils ont des smartphones à l'âge de 10 ans, automatiquement, ils vont demander à leurs parents. Donc là, il faut que les parents réfléchissent d'une manière plus pragmatique sur l'usage de la technologie et prendre la décision. Est-ce qu'on donne l'accès ou non? Est-ce qu'on donne en supervisant? Ou bien est-ce qu'on interdit tout en assumant qu'il y a des possibilités que les enfants vont accéder peut-être d'une manière incontrôlée à cette technologie-là. Donc ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, on doit admettre que la technologie, elle fait partie de notre vie quotidienne. Éloigner les enfants de la technologie, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Je ne peux pas recommander aux parents de faire ça ou ça. Chaque parent, il a la liberté de choisir, mais il doit bien étudier et assumer donc, les décisions qu'ils vont prendre sur la relation de leurs enfants avec la technologie, mais essentiellement avec les réseaux sociaux. Peut-être aujourd'hui, il faut élargir un peu plus le débat. Bon, c'est une très bonne occasion de parler de ce sujet-là dans ce webinaire-là, mais peut-être qu'on doit élargir le débat, inclure plus de parties prenantes. Essentiellement, moi, je pense que bon, l'État il est déjà là, mais la société civile, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet. Il est temps de les impliquer de manière plus sérieuse, aussi les médias, et peut-être d'une manière collégiale, on peut sortir avec une petite approche, bon, je ne dirais pas une stratégie, mais une approche sur comment on peut tous travailler pour protéger nos enfants. Moi, en tant que parent, voilà, j'ai besoin que mes enfants aujourd'hui, même si je ne suis pas capable de les contrôler, qu'ils soient bien en sécurité. Et là, pour arriver à ça, j'aurais besoin, en tant que parent, j'aurais besoin de textes réglementaires pour protéger les droits et les droits des enfants. J'ai besoin d'outils technologiques pour me protéger, mais aussi peut-être j'ai besoin d'une structure de l'État à qui je peux m'adresser en cas de problème, que ce soit pour demander de l'assistance technique, chose qui est faite aujourd'hui par l'ANSSI, par exemple, ou bien de l'assistance juridique, ou bien même de l'assistance psychologique si je suis dans une situation un peu difficile. Donc là, réellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais en élargissant le débat, en incluant plus de parties prenantes, on peut tous sortir avec quelque chose qui va être très bénéfique pour le futur de nos enfants. Je te remercie, Haitham. Je pense que le dernier mot, il est très, très important qu'aujourd'hui, peut-être avec ce débat, avec les différents vis-à-vis autour de la table, nous pouvons engager une action commune. On a avec nous Madame Rawia Deuf qui représente Facebook, on a la société civile avec Sana, on a les experts autour de la table. Donc, je pense que nous pouvons déjà lancer une action ensemble pour qu'on puisse un peu engager le débat et que derrière, on met en place les actions nécessaires, le bon diagnostic déjà, parce que je pense que le diagnostic aussi nous manque. On a essayé on a essayé de faire notre propre diagnostic, mais je n'ai pas vu d'étude en Tunisie qui fait exact le bon diagnostic. Peut-être les données nous manquent aussi parce qu'on n'a pas des données centralisées. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vais passer un peu aux questions-réponses avant de vous donner la parole pour le dernier tour de table, pour le dernier mot. La première, peut-être à vous, Haitham, rapidement. La question elle est un peu technique. Donc, est-ce qu'il y a le moyen de un peu bloquer le dark web? Technique. On t'entend pas encore une fois. Non, il n'y a pas de moyen, sinon ça aurait dû être bloqué depuis longtemps. Ça aurait été facile. Techniquement, c'est impossible. OK. Le dark web, voilà, c'est la notion du dark web, c'est les malveillants. C'est comme aujourd'hui dans les rues, il y a les bons gars, il y a les mauvais gars, il y a les gens qui sont dans la loi et les gens qui sont hors la loi. On ne peut les identifier que euh, si ils ont fait des actions malicieuses et que derrière, on va les détecter. Donc, il n'y a pas la possibilité technique de le bloquer.
Peut-être à vous aussi, peut-être la question, Madame Ravia, est-ce que d'une façon globale, when you see in the other regions and also specific in Facebook, is there some spaces or internet interfaces to block those kinds of risk? And also, is there some spaces for childs to exchange on the risks and on how using internet within Facebook or Of course. or maybe in general? Yes. Of course. I'm going to answer this in English just because there are some technical words. Honestly, when it comes to child safety, as I mentioned before, it's only a starting point and the job is never done. And there's a term we use at Facebook, which is very important, is that our journey is at 1% always. Like there's no finishing line. We always improve, we always evolve, and so on. While this conversation is very important, of course, keeping children safe on Facebook is super important to us. And especially when we're talking about content, when we're talking about behavior. Of course, children or parents of the children who should be controlling the screen time and the time spent on our platforms can report any potential risk that they see or instance that they see on our platform. And this is something that we do not allow at all. And we've been really leading the industry in a way when it comes to combating child exploitation. So we have a feature, the photo DNA, and other sophisticated technologies, of course, that are used across our family of apps to detect, remove, and prevent. And I think this brings me back to the subject of education, about what is available on our platforms in terms of prevention tools, and how to detect the bad behavior signals that our children can be exposed to when it comes to technology. Also, as Mr. Haytham said, we need to really have an inclusive strategy to basically combat such topics. And I think having an industry focused approach rather than an individual or a specific organization is very important, because also us as tech companies, we basically last year we collaborated with Google, Microsoft to launch Project Protect, basically to combat any online child abuse and sexual abuse. So basically this honestly renews our commitment towards an investment towards child safety online and all the risks that children might be exposed to. And also, I think as a call to action after this call, maybe we can share some tips for parents that Madame Sana, you would like to share with your stakeholders and so on. And also we would like to share the Safety Resource Center that is very, very useful for people to get to know. We have the parent portal, which is dedicated for parents. We have the youth portal. And of course, we have the safety resources that basically spread education about staying safe online. So again, staying safe online is something that we live and work towards achieving, and there's no finishing line. It's always going to be the case. And of course, our job is to keep on, we continue on developing better tools, better technology, and of course, clear policies to combat the child safety risks online. And of course, we can't do it without the collaboration with experts, like the ones that I'm pleased to be discussing this topic with, and other global experts that we constantly work with. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Ravia. We will be also, it will be also a pleasure to us all to discuss more in detail this topic and to have actions also with the member of
governments to have a vision. Pour qu'on a une vision globale, je pense que aujourd'hui, le plus important, ce qui nous manque, c'est la vision globale, c'est les chiffres réels en Tunisie, c'est derrière aussi la stratégie globale à mettre en place, holistique, on applique pour tout le monde, et que derrière, on implique aussi les gens qui sont directement en contact avec les enfants, mais aussi, je pense que c'est très important avec les parents aussi, parce qu'en sensibilisant les parents, derrière, on va sensibiliser les enfants, parce que les parents ne savent pas derrière c'est quoi la notion des données personnelles, ne savent pas qu'il y a des risques, même s'ils ne les voient pas. Vous avez bien détaillé ça tout à l'heure, Madame Sana, les risques par rapport à tout ce qui est les addictions à l'écran et les autres risques de concentration. Donc, je pense qu'il faut avoir une stratégie globale et il faut derrière aussi l'appliquer avec le système actuel, avec les enseignants, avec les écoles aussi. Donc, je vous remercie, c'était très, très intéressant. Je pense que nous pouvons passer, nous pouvons discuter maintenant, peut-être le dernier mot. Si vous avez une seule recommandation, only one recommendation that you could recommend to put, only one action to put with impact to resolve or to protect our children. S'il y a une seule action à mettre en place, une seule action impactante que vous pensez qu'elle va lancer réellement une bonne mesure de tout ce qui est protection de nos enfants face au risque d'Internet. Peut-être je commence avec vous, Madame Sana. Alors, si je dirais un seul mot, je dirais communiquer. Communiquer. Il faut communiquer. Il faut que le parent communique avec l'enfant communique avec le parent. Ça, c'est ce qui va installer la confiance. C'est ce qui va protéger, en fait. Il faut qu'il y a... on sait que les parents, ils sont pris par le travail, ils sont très occupés. Parfois, on est tellement fatigué, on rentre à la maison et on n'a pas envie de parler, on juste... je donne mon téléphone pour avoir quelques minutes de répit. Non, il faut arrêter ça parce que c'est dangereux. Donc, il faut communiquer, on joue ensemble, on parle ensemble, on lit une petite histoire et ça va être très efficace, je pense. Une recommandation, ça sera la communication. D'accord. La communication dans tous les sens avec les parents, entre les parents, avec les enfants, ça c'est très important et je pense que ceci résume un peu ce qu'on a dit par rapport à la formation, la sensibilisation. Merci beaucoup. Mrs. Rawia, if there is an action to put, what it would be? Je crois que c'est ensemble pour un meilleur Internet et ensemble pour protéger nos enfants. Je crois que notre travail n'est sans doute jamais terminé quand on parle de ce sujet. Alors, c'est le dernier mot et nous continuerons à développer des meilleurs outils, comme j'ai dit, from Facebook et améliorer nos politiques et travailler avec des experts comme vous tous. D'accord, je vous remercie. Thank you. Donc, ensemble, la collaboration entre les plateformes et les gouvernements et la société civile et les parents et les enfants. Le dernier mot pour vous, Haytham, c'est quoi la big action à mettre en place selon toi? Je vais reprendre le mot de Rawia, donc ensemble. Donc ensemble, on peut trouver des solutions. Mais voilà, je vais ajouter juste peut-être qu'il faut commencer par comprendre déjà l'ampleur du phénomène. Parce que bon, si vous me posez la question à moi, je dirais que l'usage des enfants, de la technologie par les enfants, est hors du contrôle aujourd'hui. Donc, on ne contrôle plus les enfants. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais peut-être il faut le mesurer de manière plus objective pour mesurer l'ampleur, pour comprendre réellement la problématique. Si on veut une solution, déjà, il faut commencer par comprendre le problème. Ensuite, il faudra des programmes de prévention, en incluant bien sûr les parties prenantes.
Il faut mettre en place des structures d'assistance technique et peut-être psychologique et judiciaire, juridique. Et aussi, il faut penser à la répression des gens qui vont être attrapés en train de commettre ces crimes-là. Il faut avoir les moyens légaux, judiciaires aussi, pour les poursuivre en justice et voilà, peut-être des textes réglementaires ou bien des choses qu'il faut mettre en place. Et ça, on ne peut le savoir que si on comprend réellement la problématique et en mettant en place un plan d'action avec toutes les parties prenantes impliquées. D'accord. Je pense que à l'issue de notre discussion, les deux choses que je retiens, moi, c'est la communication, comme a dit Sana, incluant la sensibilisation, la formation et l'implication de tout le monde, et aussi un appel à ce que les parties prenantes se réunissent autour d'une table pour faire la bonne identification du problème, comme tu as dit, Haitham, et après pour faire sortir le bon plan d'action. Et aussi en impliquant les réseaux sociaux, les autres vis-à-vis au niveau de la discussion, puisqu'aujourd'hui, la donnée, elle est là-bas, donc il faut qu'il y a une bonne interaction et que derrière, il y a derrière une loi qui les oblige aussi, il faut le dire, les réseaux sociaux à ce qu'ils ils font le bon reporting et que derrière aussi, il y a le support aussi de la société civile et aussi de l'État. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie aussi les participants pour aussi les questions. Et voilà, donc on veut améliorer notre résilience et aussi la résilience aussi de nos enfants. Donc, on va faire des actions nécessaires là-dessus. Inch'Allah. Thank you. Thank you Merci, very much. bravo. Thank you. Merci. Merci. Merci à tous. Ouais. Bye. Merci, Dhia. Merci pour la qualité. Merci. Et je remercie encore nos chers intervenants pour ces échanges fructueux et dynamiques. Et je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.